Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast de la puissance mentale, je reçois un chef de groupe d'une unité spécialisée, un commandant de police d'une brigade de recherche et d'intervention. Imaginez quelle puissance mentale vous devez avoir lorsque vous intervenez sur des missions à haut risque. Grande criminalité, terrorisme, grand banditisme. Bref, ça va être tout l'objet de cet épisode. Allez, on se retrouve maintenant. 3, 2, 1, action! Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter, comment je pourrais dire, un ami, un ancien collaborateur, un membre aussi de l'Académie de puissance mentale. Bref, une personne exceptionnelle. Et aujourd'hui, donc pour moi, le vrai challenge, je vais être honnête avec vous, c'est de ne pas dire son prénom, de ne pas dire son nom, de ne pas dire là où il vit concrètement, parce que c'est une personne qui travaille dans une unité spécialisée, plus précisément dans une brigade de recherche et d'intervention de la police nationale. Donc, on va parler de son métier, on va parler surtout aussi de la préparation mentale dans son quotidien, donc voir comment lui, il travaille cette spécialité justement dans les missions parfois à haut risque et aussi dans son management parce qu'il est chef de groupe. Mais vous allez voir, ça va être un épisode passionnant, j'en suis persuadé. Mon ami, bienvenue ici. Merci à toi. Je suis vraiment très heureux de te recevoir. Alors, c'est vrai que ceux qui voudront aller sur YouTube, vous aurez mon ami. Voilà, je vais t'appeler mon ami, tu vois, ce sera plus simple pour moi. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais au pire, je couperai au montage si jamais, à un moment donné, il y a ma langue qui fourche. Si tu pouvais, comme ça, te présenter rapidement et puis aussi dire ce que tu fais dans la police et peut-être aussi ton parcours, par où tu es passé pour aujourd'hui en arriver là où tu en es, pour que les gens puissent un peu comprendre ce que tu vis dans ton quotidien. Alors, si pour toi, ça va être dur de ne pas me prononcer mon prénom ou même mon surnom, moi, ça va être dur de ne pas donner d'éléments par rapport où je travaille, qu'est-ce que je fais, en tout cas au quotidien. Mais pour revenir sur ma carrière, moi, j'ai presque 30 ans de police. J'ai à peu près connu tous les services. J'ai commencé comme policier auxiliaire. Je faisais traverser les gamins à la sortie de l'école, tu vois. Il y a maintenant, c'est dans une autre vie, j'ai l'impression, c'était il y a 30 ans. Après, j'ai passé le concours de gardien de la paix. Je suis arrivé, j'étais îlotier en Seine-Saint-Denis, dans un joli quartier, où j'ai appris vraiment les bases avec les anciens de ce que c'est pour un petit provincial d'arriver comme ça à Paris et de découvrir un nouveau monde qui s'offrait à moi. Confronté à la violence et puis… Oui, alors ça allait parce qu'on avait de bonnes relations, mais on sentait que ça pouvait partir très vite et régulièrement ça partait. C'était une poudrière en fait. Donc ça a été une première découverte. Et puis après, le parcours un peu traditionnel, hein, je suis arrivé en bac et là, j'ai découvert le flagrant délit où j'étais passionné par ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai passé le concours d'officier et j'ai intégré la police judiciaire, brigade des stupéfiants, et qui a été un peu le marchepied pour le groupe d'intervention. Ouais. Parce qu'on les utilisait régulièrement où j'étais. Et on travaillait de plus en plus avec eux et j'ai remarqué qu'ils faisaient quand même une partie du travail qui était très intéressant, c'est-à-dire filature, les surveillances, les planques, et puis les interpellations un peu à risque. Donc du coup, je me suis naturellement orienté dans cette voie, quoi. Donc tu vois, 30 ans de police, 10 ans groupe d'intervention, et je crois que ça reste certainement déjà des souvenirs extraordinaires, de fraternité, de travail. C'est une ambiance très particulière, les groupes d'intervention. Enfin, tu connais, mais justement, on va en parler, mais justement, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as commencé tout en bas de l'échelle en étant, parce que police auxiliaire, c'est quand on faisait le service militaire dans la police. Et après, tu as vraiment gravi tous les échelons pour aujourd'hui être commandant, chef de groupe dans une BRI. Donc,
comme tu le disais, j'ai failli dire ton prénom, bordel. Comme tu le disais, mon ami. Bon, c'est aussi, ça montre aussi que on peut être à la fois chef de groupe, commandant, et aussi que ça se passe de façon très décontractée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, oui, toi, ton job aujourd'hui, c'est à la fois de mener des filatures sur du grand banditisme, sur des personnes aussi parfois fichées qui préparent des actes de terrorisme, c'est ça? Et puis après, pour aller procéder à l'interpellation. Donc, tu as à la fois le avant la commission d'infraction, et puis au moment qu'ils commettent une infraction, vous allez aussi les interpeller, c'est ça? En fait, le spectre déjà des BRI est très large, c'est-à-dire que Mm. on travaille, on fait le côté opérationnel des groupes d'enquête, en fait. C'est-à-dire tout ce qui nécessite des surveillances, des preuves par des moyens photos. En fait, on va tout mettre en place, comme tu dis, avant, pour arriver à un flagrant délit. Alors que ce soit un flagrant délit en stupéfiant pour une transaction, un flagrant délit peut-être une tentative d'assassinat sur du grand banditisme, sur des braquages. Et une autre partie du spectre, c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Donc là, par contre, ça va être d'anticiper également pour éviter toute action sur le territoire national. Mm. Donc il y a le avant, il y a le juste avant et il y a le pendant, tu vois. Mm. Et tout ça, ça se déroule naturellement avec nos techniques, avec nos moyens. On a la chance d'avoir des moyens qui sont adaptés à la grande criminalité. Et donc, on met ça en place régulièrement pour arriver au fameux flagrant délit, tu vois. Mm. Excellent. Donc, dans ton quotidien, la dimension mentale, pour toi, elle a quelle importance? Sachant qu'il y a le côté technique, évidemment, il faut savoir manipuler tous les outils que vous avez, parce que quand vous êtes en filature, vous êtes à la fois planqué, il y a, dans des endroits parfois un peu improbables, et puis il y a aussi le côté intervention, on utilise du matériel bien spécifique. Donc il y a le côté technique, il y a le côté physique, hein, où forcément on se doit d'avoir un physique qui tienne la route, comme on dit, parce que quand on va à l'interpellation ou autre, c'est important d'être costaud aussi. C'est pour ça que vous prenez aussi des gens qui sont en forme physiquement. Et donc, la dimension mentale, pour toi, elle a quelle importance? Quelles pourraient être, selon toi, les... Parce que quand on dit mental, c'est assez large, les points au niveau mental qui sont importants dans ton job? Alors, j'ai coutume de dire que tout ça, c'est un tabouret, quoi. Un tabouret sur 3 pieds, tu sais, avec Mm. effectivement une connaissance des techniques qu'on peut avoir, des techniques sur le terrain, mais des techniques en intervention. Ça, c'est quelque chose qui représente un tiers de ce fameux tabouret. On a le côté physique, comme tu dis, mais ce n'est pas seulement pour les interventions, puisque nous, en filature, en surveillance, on passe des heures et des heures dans des voitures, dans des camions. Et si tu as mal au dos, si tu ne te sens pas bien, si tu ne prends pas soin de toi, tu vas être fatigué plus vite que les autres. Tu vas subir au lieu de vivre la filature ou la surveillance. Et le côté mental aussi, qui a une grosse part de ce triptyque, en fait. Pourquoi? Parce que tu le sais d'autant mieux que moi. Si tu ne te sens pas bien, si tu as des émotions un peu négatives, si tu as des mauvais ressentis, eh ben, tu n'es pas du tout au niveau, quoi. Mm. Et tu peux casser toute une filature. Tu peux casser toute une intervention. Je dirais que sur ce triptyque, ça prend presque 50% le mental. Tu vois, Mm. Ouais. c'est énorme. Mais demain matin, je t'emmène avec moi. Si tu es un petit peu fatigué parce que tu as trop mangé hier soir, par exemple, tu connais peut-être pas forcément bien les schémas, mais que par contre, mentalement, tu es au taquet, bah, je préfère te prendre plutôt que où tu n'es vraiment pas bien, tu as un problème avec l'émotion, tu viens de te séparer de ta femme, tu vois, tu es vraiment au fond du trou, et même si tu connais Mm. les schémas, même si tu es un peu en forme, bah, je ne te prendrai pas. Mm. Mentalement, et d'ailleurs, ça fait partie des sélections, il y a les psychologues qui nous suivent. Et on a 9 jours de sélection. Les 9 jours, les psys suivent quasiment H24 les candidats. Alors justement, tiens, j'aimerais qu'on aille sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes aussi. C'est les sélections dans des services extrêmement spécialisés comme les vôtres, donc pour les BRI. Ça dure 9 jours, c'est ça? Alors ça évolue, mais généralement, c'est entre Ouais, en gros, 8 c'est ou une 9 grosse jours. Ouais, semaine, quoi. voilà. Ouais, voilà. C'est une très grosse semaine. Grosse semaine.
Et là, l'idée, quand tu dis que les psychologues, puis aussi tout le staff encadrant suivent les personnes H24, c'est pour déceler peut-être à certains moments s'ils sont en train de faillir, s'ils sont en train de perdre du discernement, c'est ça? Qu'est-ce que vous décelez, vous, quand vous suivez des gars comme ça qui postulent? Parce qu'en plus, quand ils postulent, il y a déjà une présélection, enfin déjà sur dossier, donc c'est des gens qui ont un parcours de policier qui est déjà normalement plutôt solide. Physiquement, et a priori, ils tiennent la route. Donc là, qu'est-ce que vous allez déceler, vous, chez eux? Qu'est-ce qui fait que, justement, ça va être une personne que vous allez recruter ou au contraire qu'une personne où vous allez avoir des doutes? Alors, je vais essayer de pas trop déflorer un peu les sélections, puisque Ouais. nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est l'adaptation d'un collègue qui vient passer les sélections aux nouvelles. Il va s'adapter aux épreuves qu'il découvre. Donc, je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail. Mhm. Il faut savoir que on essaye de les mettre dans des conditions très difficiles pendant une semaine. Je parle moralement, hein. Physiquement, de toute façon, ils le savent. Ils le savent que ça va être difficile pour eux. Mais comme je leur dis aux entretiens avant, si vous respectez la BRI, eh ben, il faut arriver en forme. Ça, c'est le premier postulat. Tu viens, tu postules en BRI, tu es en forme. Tu te prépares physiquement. Tu te prépares aussi mentalement. Il y en a qui ne se préparent pas mentalement, hein. Mais l'idéal, c'est de se préparer mentalement. Se préparer à quoi? Se préparer à affronter toutes les nouvelles épreuves qui vont arriver les unes après les autres et qui sont de plus en plus difficiles. Nous, ce qu'on va essayer de déceler, c'est chaque BRI est un petit peu particulière dans son mode de fonctionnement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la personne qui postule pour chez nous, elle a le profil que moi, je recherche. Une BRI qui est à Lille n'aura pas les mêmes demandes qu'une BRI sur Nice ou à Bordeaux, par exemple. Chacune est bien différente à ce niveau-là. Vous faites un peu votre marché en fonction des profils. Enfin, c'est un peu vulgaire quand je dis ça. Enfin, ça vulgarise les choses, mais pas vulgaire, mais ça vulgarise les choses. Mais vous faites un peu votre marché en disant, tiens, moi en ce moment j'ai besoin d'un gars qui est plus comme ci, plus comme ça, ou alors au contraire, c'est en fonction du type de délinquance que vous avez sur votre territoire, ou au contraire, c'est enfin, ou c'est peut-être aussi des personnes qui, enfin, qu'est-ce qui fait que justement un gars de Lille ne sera pas le même qu'à Bordeaux? Alors, il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est effectivement, et on leur dit régulièrement, nous, on recherche plutôt un profil comme ça. Parce que ici, c'est rural, donc on a besoin de gens qui passent bien, qui se jettent facilement dans la verte. Ah oui. Par exemple, tu vois, ça, c'est plus facile ici qu'à Paris. Le deuxième élément, ça va être aussi au niveau caractère. La personne que j'ai en face de moi, que je vais voir pendant une semaine, qui va être fatiguée, qui va subir des échecs, parce que le but du jeu, c'est justement de voir, après un échec, comment il va réagir. Et est-ce qu'il a le caractère pour s'intégrer dans mon unité? Et le troisième, ça va être son potentiel. Même si on sait qu'ils arrivent, on sait qu'ils n'ont jamais fait de filature, certains n'ont jamais fait d'intervention. Voilà. Le but du jeu, pour nous, avec les psys, c'est de savoir si est-ce qu'il a le caractère, est-ce qu'il a une marge de progression qui est suffisamment bonne pour que moi, je le fasse venir chez moi. C'est ces trois choses-là, en fait, qui sont importantes. Donc là, je note déjà, ce que vous regardez, vous, c'est une grosse capacité d'adaptation. Que la personne soit en mesure de s'adapter, quel que soit le contexte, quel que soit son niveau de fatigue, mais c'est qu'il soit capable de s'adapter pour avoir du discernement, c'est ça? Alors, effectivement, il y a s'adapter pour avoir du discernement, s'adapter aussi parce qu'elle va rencontrer des situations qui vont être nouvelles à chaque fois. On ne peut pas avoir les cas non conformes tous les jours, si tu veux. Je vais prendre l'exemple de l'intervention. Et là, on a beaucoup copié sur les militaires. C'est-à-dire qu'au début, les militaires essayaient de voir tous les cas non conformes. Quand tu dis cas non conforme, ça veut dire quoi? Alors, les cas non conformes, c'est par exemple, quand tu fais une intervention le matin, c'est quelque chose qui n'entre pas dans la normalité. C'est-à-dire une personne qui va sortir d'un endroit avec une arme à la main, c'est un cas non conforme. C'est-à-dire on est en dehors de la normalité. C'est un peu de l'extraordinaire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au début, on essayait de voir tous les cas non conformes, et les militaires aussi. Sauf qu'on s'est rendu compte que les militaires, quand ils rentraient dans une pièce, par exemple, et qu'il se passait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, ils n'arrivaient pas forcément à s'adapter aussi rapidement qu'avant. Donc aujourd'hui, on va privilégier des cas conformes. On va avoir quand même quelques cas non conformes, mais on va privilégier les cas conformes avec des gens qui ont une mentalité pour s'adapter très rapidement à quelque chose qui pourrait se passer, qui n'était pas prévu dans leur bibliothèque, tu vois.
Ah ouais. Ça, c'est un cas, tu vois, et ça, c'est valable en intervention, mais c'est aussi valable en filature. Quand tu es en filature et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir en te frappant à la fenêtre pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, et ben tout ça, tu vois, faut s'adapter, il faut vite réagir, il faut, il faut avoir une adaptabilité très, très supérieure aux autres, en fait. Hmm. Ah, c'est énorme parce qu'en fait, au départ, si je comprends bien, le but, c'était de réfléchir à tous les cas qui pouvaient exister. Donc, ce que tu C'est appelles ça. les cas non conformes, évidemment, des choses habituelles, les cas classiques, mais aussi tout ce qui pouvait être inhabituel. Mais après, vous vous êtes dit, OK, si on prévoit même l'inhabituel, les mecs, peut-être, enfin, je dis les mecs, c'est façon de parler, mais les gars de terrain, ils n'ont pas forcément développé leur capacité d'adaptation, mais au contraire, ils auraient tout de suite assimilé à un cas connu. Et là, des fois, quand c'est justement quelque chose qui est inconnu, ils peuvent être perturbés, c'est ça? C'est ça. Ah, ok, excellent. Et Et ça, on justement, a quand... beaucoup copié sur Ouais. les militaires, en fait. Tu vois. Hmm, Eux, ils ont un retour en opération extérieure qui est énorme. hmm. Ouais, excellent. C'est vrai qu'en préparation mentale, on parle toujours de cette capacité d'adaptation pour que justement, plutôt que d'être focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur, si on se focalise sur l'intérieur pour savoir comment je fais moi pour m'adapter à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et là, quand toi, tu dis justement que tu augmentes la difficulté sur ces sélections pour que ça soit vraiment compliqué pour eux. Alors, nous, dans la méthode puissance mentale que tu connais bien, puisque tu as été formé comme coach en préparation mentale au sein de l'Académie de puissance mentale, on diminue finalement cette zone de maîtrise. C'est ça. Cette zone de maîtrise, donc elle est de plus en plus fine où justement, ils peuvent vite partir en vrille, comme on dit. Et donc, comment vous faites, vous, pour diminuer cette zone de maîtrise? Comment vous faites pour rendre encore plus complexe, les rendre vraiment inconfortables tout au long de la semaine? Alors, nous, on va les pousser dans leur retranchement déjà physiquement, Mhm. avec des épreuves difficiles. Euh, on va les pousser dans leur retranchement moralement quand ils vont enchaîner les échecs, puisque de toute façon, le but du jeu, c'est de voir comment ils réagissent sur un échec. Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils ont fait, qui a Mhm. été bon, qui a amélioré? Tu vois, c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble d'épreuves. Euh, du coup, on a beaucoup de gens. Tu sais que le cerveau, cette fameuse zone de maîtrise, on a à peu près 80-90% de pensée négative. Quand la zone de maîtrise, tu peux monter jusqu'à 100% de pensée négative. Et on le voit sur Mhm. des candidats qui arrivent où, d'un seul coup, ils vont faire des choses qu'ils ne feraient même pas sur le terrain de tous les jours, dans ce qu'ils font dans leur quotidien. Tu vois. Ouais. C'est parce qu'ils ont tellement réduit cette zone de maîtrise, on les a aidés, hein, Mhm. mais elle est tellement fine qu'en fait, ils en sortent hyper rapidement. Et nous, c'est là où c'est intéressant. Comment ils gèrent ça? Comment ils font pour revenir dedans? Mhm. Quel discours ils ont? Comment ils se comportent avec les autres à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont lucides? Tu vois, c'est tout un ensemble de choses et on est très aidé aussi par les psys qui savent exactement ce qu'on veut. Et du coup, enfin, ça peut nous arriver hein, de se tromper, hein, mais on a quand même une marge d'erreur qui est très faible, quoi. Hmm. Oui, parce qu'en plus, un candidat qui, au départ, en début de sélection, peut être assez frais mentalement, vous dites lui, il est vraiment bon profil et tout, mais au fil des heures qui passent, on peut voir aussi que ses comportements peuvent soit aller dans l'excès, perte de lucidité, perte de discernement, difficulté avec le groupe. Donc ça, forcément, vous, c'est des critères qui sont impossibles à retenir, sachant que vous, c'est quand même un groupe, une team, ouais, une sorte de groupe qui part au feu. Donc, tu peux pas avoir un élément où tu te dis bah, comment il va partir comment il va réagir si jamais ça part mal, quoi. Moi, enfin, par expérience, je me rends compte que le plus difficile à gérer, c'est pas forcément aller au feu, justement. Hmm. Le plus difficile à gérer, c'est le quotidien. Ah, excellent. Tu sais, quand il se passe pas forcément grand-chose et que, eh ben là, on est une famille, hein, on est 15. Alors, c'est en train de changer, heureusement, mais il y a beaucoup d'hommes, hein. Il y a très peu de femmes, elles arrivent de plus en plus. Mhm. Donc, on a un taux de testostérone qui est assez élevé, il faut le reconnaître. Mhm. Et donc, le quotidien, quand c'est très calme, eh ben, c'est plus difficile à gérer que de rentrer dans une maison pour aller libérer un otage, tu vois. Hmm. Oui, parce qu'il y a ce côté un peu que des mâles alpha qui sont ensemble et du coup, C'est ça, ça. c'est ça. Ouais, Donc, ouais,
Moi, j'aime bien dire que les BRI, comme tous les groupes d'inter, hein, tu prends le RAID, tu prends les BRI ou la BRI à Paris, c'est des Formule 1 en fait. Tout ça, c'est une Formule 1. Et donc, c'est sur des micro-réglages. C'est du haut niveau, en fait. Ouais, ouais, oui, oui, c'est du haut niveau. C'est challengeant. Et tout à l'heure, là, tu parlais de voir les réactions des candidats justement par rapport aux échecs. Est-ce que parfois, je ne sais pas si tu peux nous le dire ou pas, mais est-ce que parfois, l'échec, vous faites exprès qu'il y ait un échec pour justement voir comment il se comporte? Est-ce que Non, vous... parce qu'on sait qu'il va arriver. D'accord. J'ai Mais tu peux rarement eu pas... des candidats qui étaient très bons. Ils découvrent souvent une nouvelle matière, en fait. Et bon, là, je peux pas rentrer dans le détail, mais il y a des épreuves où tu sais que de toute façon, tu seras à l'échec. Enfin, moi, je le sais quand je... Et je sais même avant qu'il rentre, de la manière dont il se prépare, je le regarde, je l'observe. En plus, moi, c'est mon métier aussi, hein, en tant que préparateur mental. Mais en observant un candidat, je sais si mentalement, il est dans sa zone, s'il est déjà dans le rouge complet, ou si au contraire, il a baissé les bras, c'est fini pour lui. Moi, j'ai des candidats qui ont baissé les bras au bout de 2 jours. Hein. C'était terminé. Alors que moi, j'étais à peu près sûr que ça allait le faire. Sur le papier, il paraissait bon, et puis en fait, après 2 jours, ils ont craqué, quoi. Techniquement, très bon. Une hygiène de vie, ils arrivent chez nous, ils se sont préparés, donc une hygiène de vie irréprochable. Mais mentalement, en fait, c'est lui qui a tout s'est écroulé. Un château de cartes, en fait. Selon toi, c'est un excès de pression ou parfois même ça peut être aussi un excès de confiance en se disant non, mais ça va le faire. Qu'est-ce qui fait justement, selon toi, que ces personnes-là craquent au bout de quelques jours ou quelques heures même? Il y a ça, comme tu dis, il y a l'excès de confiance. Ou alors, c'est de cette. Tu sais, on parle de perception. Perception de mes capacités, perception de l'événement. Il y en a qui se disent, bon, de toute façon, il n'y a rien de très compliqué, quoi. Donc, sauf qu'ils arrivent et ils se font casser moralement, je veux dire. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice des sports de combat, en fait. Moi, j'ai des gens, je les ai vus combattre, ils n'avaient jamais fait de sport de combat de leur vie. Tu le vois. Hein. Mais par contre, mentalement, ils tiennent. Et c'était une catastrophe à regarder. Hein. Ouais. Mais par contre, tu sais que ce mec-là, si tu l'as avec toi, tu vas aller au bout du monde. Oui, parce que forcément, il a déjà un mental fort. Donc, après, si ce n'est que la technique est améliorée. Il travaillera, quoi. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Mais oui, tu as des gens qui arrivent en excès de confiance. Tu en as qui vivent mal les échecs. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont tellement l'habitude, en fait, de réussir, que le fait d'échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait, ils s'écroulent. Mais c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que finalement, OK, là, on parle d'un métier qui est extrême, celui d'opérateur dans un groupe d'intervention, mais on peut faire aussi un parallèle par rapport au monde de l'entrepreneuriat, par rapport aussi à son quotidien, où justement, on voit des gens qui, après un échec, 2 échecs, ils abandonnent. Certains, ils ont tout pour être heureux et ne le sont pas. D'autres, ils rencontrent des galères dans leur quotidien et ils continuent toujours à avancer. C'est vraiment, oui, un parallèle à celui qui va jusqu'au bout de sa mission dans sa vie perso, tout comme toi, c'est une personne qui irait jusqu'au bout de la mission police, quoi. Là, alors, j'ai écouté un de tes podcasts, là, justement, sur la gestion de l'échec. Ouais. Ça dépend ce que tu en fais de cet échec. Tu sais, à un moment, c'était même tabou, il ne fallait pas parler d'échec. Quand tu dis que c'était tabou, c'était dans les groupes d'inter ou... Non, dans le monde du développement personnel, tu sais. Il ne faut surtout pas parler d'échec, c'est un apprentissage. Tu disais un gros mot presque quand tu parlais d'échec. Mais moi, ce que j'ai aimé justement dans ton podcast, c'est ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'apprends quelque chose? Ou alors je m'écroule derrière en me disant que je suis nul, quoi. C'est pas pour moi. Alors moi, je connais pas trop le monde de l'entreprise, mais effectivement, le parallèle, il peut même être valable dans la vie de tous les jours. On subit tous des échecs, on a tous des remises en question, il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? La dernière fois, j'ai fait ça n'a pas forcément marché. Comment je peux améliorer? Mais ça demande un travail d'introspection. J'aimerais bien qu'on évoque
À un moment donné, tu m'avais fait un retour d'expérience sur une interpellation où justement tu t'étais préparé mentalement sur cette interpellation et il y a eu un petit souci au moment du top inter, hein. Quand on dit le top inter, c'est le moment où tu sors du véhicule pour justement aller Ah ouais, interpeller. Tu te rappelles, voilà, ça a ouais, c'est pour connecté te du foutre tout. de moi, en fait, c'est pour te foutre de moi, quoi. Non, absolument pas. Je me permettrai pas. Je sais comment tu combats et comment tu manies les armes, donc non, je me permettrai pas. Mais en tout cas, oui, c'est justement moi ce qui m'avait intéressé, c'est et d'en parler aujourd'hui sur le podcast de la puissance mentale parce que tu t'étais préparé mentalement sur cette intervention et au moment où tu sors de ton véhicule, il y a quelque chose qui vient raccrocher au niveau de ton arme. Et là, moi, tu m'avais dit, tu te souviens de cette Ah ouais, je me intervention-là, souviens hein? bien. C'est ça? En fait, je m'en souviens très bien. Alors, le fait de préparer, bah, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est comment je prépare avant une intervention, au même titre comment je prépare une compétition, comment je Mhm. prépare un entretien. Enfin, voilà, on a des techniques qu'on a vu ensemble, hein, Mhm. sur la certification de la puissance mentale. Et moi, j'aime bien régulièrement, même si je connais, même si j'ai l'habitude, je répète, je répète, je répète. Donc là, je répète, c'était une sortie de voiture pour aller interpeller des trafiquants de stupéfiants. Et effectivement, au moment où je sors, en fait, j'ai ma ceinture qui reste complètement bloquée. Donc, c'est au niveau d'un péage, c'était ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Au niveau d'un péage, moi, je suis juste derrière. Donc, c'est moi qui dois sortir et c'est moi qui dois récupérer le conducteur. Mm. Et je me retrouve bloqué. Et là, alors volontairement, dans toutes mes préparations mentales, en fait, j'inclus un événement qui pourrait perturber l'action. Mm. Pourquoi? Parce que j'évite le bug. Ça m'évite le bug au niveau cérébral. C'est-à-dire que tout de suite, ça m'est arrivé de faire des préparations mentales et de l'oublier. Et là, du coup, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas quoi faire. Mm. C'est-à-dire, c'est comme si tu rentres dans une boulangerie, il y a marqué tirer, et puis tu tires, et en fait, il faut pousser. Tu vois, tu as Mm. un moment où tu es bloqué. Ben là, c'est la même chose, sauf que si tu le prépares mentalement avant, là, tu vois, ça m'a pris un dixième de seconde, hein. J'ai résolu le problème, je suis sorti et je suis parti procéder à l'interpellation. Mais c'est un truc qui se prépare, et c'est Mm. hyper important. Là, on en avait rigolé parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis retrouvé un peu idiot. Mais la gestion a été très rapide parce que je l'avais anticipé. Mm. Parce Il y a que une là, phrase que j'aime bien dire, ouais. excuse-moi, ouais, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est je sais que je sais faire, je n'ai qu'à laisser faire. Mm. Excellent. Parce que là, concrètement, en plus des sorties de voiture comme pour aller interpeller, tu en as fait des dizaines et des dizaines. Ah ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est ton job. Là, que ton arme de service se prenne dans la ceinture, si tu étais resté focalisé juste sur la personne à interpeller, tu aurais bugué pendant peut-être 1 ou 2 secondes. Et c'est 1 ou 2 secondes, parce qu'on remet quand même en contexte, hein. Eux, quand vous interpellez, ils peuvent riposter avec arme à feu. Enfin, il y a votre vie qui est en jeu. Donc, Ils c'est peuvent quelques. partir aussi. Là, Ils sur peuvent les se péages, en barrer fait, aussi. dès qu'ils peuvent, ils cherchent à partir, hein. Ouais, donc c'est vraiment. Puis des fois, en percutant des personnes, enfin, c'est vraiment. Oui, oui, voilà. Ils prennent tous les risques. Ouais. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on recherche chez les candidats, c'est savoir s'adapter. Hmm. Excellent. Et justement, toi, j'avais bien aimé une fois, on en avait discuté, parce que c'est vrai que de toute façon, quand on est au téléphone ensemble, je crois que c'est minimum 1 heure. Ça dure 5 minutes à chaque fois. Ouais, ouais, ça doit durer 5 minutes, mais c'est 5 très longues minutes. Mais c'est ça qui est appréciable. Et je t'avais posé la question, vous, par rapport à des candidats euh, qui n'ont pas peur, comment vous réagissez? Donc, qui n'ont pas peur, c'est-à-dire que quand tu vois, tu lui dis, tiens, vas-y, il y va, enfin, un peu un peu tête brûlée, quoi. Comment vous réagissez par rapport à ce type de profil-là? Alors moi, enfin, je vais être très honnête, moi, j'en veux pas, hein. Ouais. D'abord, enfin, les gens qui n'ont pas peur, j'en connais pas beaucoup, hein. Hmm. C'est des gens qui jouent, enfin, ou alors, oui, ou alors ils ont rien dans le cigare. Enfin, je veux dire, chez nous, il faut être lucide. Hmm. Et on le voit au quotidien. On gère des situations qui sont très anxiogènes. S'il y en a un dans le groupe, c'est tête brûlée et qui fonce tout le temps, il met en danger toute l'équipe. Donc Hmm. ce profil n'intéresse absolument pas la police. Hmm. La peur, pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce qu'elle te signale peut-être un danger, donc du coup tu vas gagner en vigilance. Elle te dit que tu ne peux pas y aller,
Ou alors, c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi que tu n'as pas travaillé qu'il faut travailler. Tu Hmm. vois. Mais celui qui n'a pas peur, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le danger, donc il met en danger tout le groupe. Mais ça nous est arrivé, hein. Ça nous est arrivé d'avoir des candidats, effectivement. D'ailleurs, c'était une des épreuves du raid à un moment, c'est-à-dire que ils aimaient bien leur dire de se jeter dans le vide avec une corde attachée à la jambe, quoi. Hmm. Et certains le faisaient. Enfin, du coup, ils le faisaient pas, ils l'arrêtaient avant. Mais c'était Ouais, terminé pour eux. ouais. Manque de lucidité, tu C'est risques ta ça. vie, tu risques la vie de tes collègues aussi. Donc, On prend des ouais. risques, on le sait, mais ils sont mesurés et ils sont, je dirais, sont des risques qu'on gère en groupe. Il n'y en a pas un tout seul qui va aller faire un truc de son côté parce qu'il a décidé qu'il était plus courageux que les autres. Tu vois. Parce que du coup, après, il Hmm. va falloir récupérer ce qu'il est en train de faire. Hmm. Donc non, c'est des profils, on fait très attention à ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que même toi, après 30 ans de police, entre 10 et 15 ans dans les groupes d'intervention, quand tu vas sur une intervention d'interpellation terroriste, stupéfiant, braquage ou autre, tu as peur. Ah, il y a du stress tout le temps. Ouais. Je vais même te dire un truc, c'est même la nuit, quand on va poser ce qu'on appelle de la technique Mm. dans une maison, sur un véhicule, il y a du stress. Même le Mm. truc le plus anodin, il y a du stress. Il suffit de voir dans quel état on est quand on rentre pour essayer de se rendormir. Mm. On a toujours du mal à se rendormir, même le truc le plus simple. Et à quoi ça sert le stress? Ça sert à être plus vigilant, à être plus lucide, à prendre les bonnes décisions. C'est du stress adapté, hein, mais c'est Mm. à nous de le rendre adapté par l'entraînement, par de la préparation mentale aussi, toutes ces techniques-là qui font que tu arrives, tu es stressé, mais tu apprends à gérer ce stress. Mm. Et toi, aujourd'hui, ton rôle de préparateur mental en tant que chef de groupe, est-ce qu'il est plus important pour toi vis-à-vis de toi-même quand tu vas te préparer sur des interventions ou alors pour toi pour gérer aussi tes collègues? Est-ce que toi-même en tant que papa, parce que tu as des enfants aussi, est-ce qu'il y a un domaine que tu utilises plus ou alors pour toi, ça fait partie comme un style de vie, ça te permet vraiment de gérer ton quotidien du mieux possible? Alors, il y a deux choses, effectivement. D'abord, à titre personnel, moi, je suis formé en préparation mentale depuis des années. On te connaît depuis très longtemps maintenant. Tu sais que c'est un style de vie. C'est-à-dire, on Mm. l'adapte, on l'intègre. C'est une hygiène de vie, je dirais, tu sais. Mm. Après, moi, que ce soit avec ma famille, j'ai des enfants qui sont sportifs, comme toi. Mm. Du coup, on leur donne des petites clés. Au travail, les collègues avec qui je suis, moi, je les ai formés. Mais le but du jeu, c'est que chacun soit autonome, en fait. Mm. Tu vois. Quand on vient me poser des questions sur un détail, sur une technique, je réponds volontiers. Mais c'est pas à moi, je suis pas un gourou comme toi d'ailleurs. D'ailleurs, tu te souviens, on en avait discuté, c'était une de tes conditions toi-même que tu t'étais fixée. C'est-à-dire, toi, tu voulais rendre autonome les gens qui venaient te voir. Mm. Tu m'as fait peur Euh, quand tu as dit un gourou comme toi, virgule. Trop bien. Non, mais c'est Non, clair. C'est clair. voilà, Ouais, sinon ça veut dire Mm. que toi, il faut toujours que tu sois là quand il y en a un qui veut se préparer mentalement. Et Mm. ça, c'est pas bon. Faut que mes garçons ils soient autonomes. Faut que Ouais. les gars au boulot ils soient autonomes. Par contre, il y a une question, une interrogation, on est là, on y répond, on éclaircit. Mais chacun, je crois ils ont fait des tests. On a des outils qu'on apprend notamment chez toi. On a des outils qu'on met en place assez facilement d'ailleurs. Mm. Et ils avaient pris deux gars dans des groupes d'intervention comme les nôtres. Et sur 15 interventions, je crois qu'ils avaient utilisé que 2 fois les mêmes techniques. Ah ouais. Tu vois, parce que on est tous différents. Parce que moi, Mm. je vais utiliser le matin devant une porte pour me dynamiser. Bah, toi, tu vas peut-être pas utiliser la même technique. Mm. C'est pour ça qu'il faut rendre les gens autonomes. Et au moins, ils se gèrent eux-mêmes. Et Mm. ils prennent la responsabilité. Ouais. Ah, excellent. Donc finalement, toi, c'est comme tu dis, un style de vie, ce qui te permet, toi, de te gérer toi dans ton quotidien à la fois personnel et aussi professionnel, toi avec les personnes de ton groupe, et puis aussi d'aider aussi les personnes de ton groupe à ce qu'elles soient autonomes pour que quand elles ont besoin d'être au mieux mentalement dans leur intervention, elles puissent le faire d'elles-mêmes. C'est ça. Donc, excellent. Est-ce que tu as des routines particulières, toi, alors,
on en a déjà parlé, mais pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que toi, justement, est-ce que tu es un adepte d'avoir des routines mentales particulières ou est-ce que c'est un peu en fonction de ce qui arrive et puis tu t'adaptes ou est-ce que tu aimes bien quand même avoir des choses qui soient un petit peu Alors moi, je prédéfinies? suis un peu. J'ai des routines matinales déjà. Mhm. J'aime bien, tu vois. Et le matin, alors d'abord, moi, je suis un couche-tôt, lève-tôt. Mhm. Donc, le matin, à 6 heures, je suis debout. Ce qui fait que ça me laisse du temps pour moi. Donc, ça, j'ai des routines où je vais faire un peu de sport, je vais me dynamiser, je vais lire, voilà, ça fait des trucs, c'est pour moi. Et ça me permet de me mettre dans une bonne énergie pour la journée. Euh, j'ai des routines aujourd'hui quand il y a un événement particulier qui va arriver. Pas forcément important, hein, mais je me suis habitué à faire entre guillemets, des mini-préparations mentales Mhm. euh, quand j'ai une réunion, quand je sais que ça va être un petit peu challengeant. Donc ça, j'ai des routines de dialogue interne aussi, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, naturellement, le cerveau a tendance à avoir un dialogue interne négatif. Donc moi, j'essaie de corriger ça régulièrement. Et puis j'ai une routine, et je crois que tu as la même, je suis, alors maintenant ils appellent plus ça sieste, ils appellent des récupérations actives, tu sais. Des petites récupérations actives après le repas du midi, c'est quelque chose, oui, ça c'est une routine que j'ai mis en place pour garder cette zone d'activation optimale, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, donc toutes des petites choses simples qui te permettent soit de te dynamiser quand on a besoin, soit de rester voilà, dans cette phase de récupération si c'est nécessaire pour toi, et dans tous les cas, d'être au mieux à chaque moment de la journée, quoi. C'est ça. En fait, on est tous comme ça dans la journée, hein. Hmm. Le but du jeu, c'est de réussir dès qu'on voit qu'on est un peu trop comme ça, à redescendre, ou quand on est un petit peu en bas, à remonter, quoi, avec des petites techniques. Oui, ça, ce sont des routines, mais que j'applique. Alors, il y a celles que j'applique régulièrement, qui sont plus ou moins figées, je le fais. Et il y a celles que je vais adapter en fonction de la situation, tu vois. Hmm. Et c'est des petits trucs, hein. De toute façon, ce qui est compliqué, ça marche pas. Ouais. Quand tu dis ce qui est compliqué, c'est-à-dire? Une technique, des fois, des fois, je lis, je regarde sur Internet des gens pour se calmer, je vois ce qu'ils mettent en place, mais alors qu'on l'a vu ensemble, c'est tellement facile, des fois, juste avec de la respiration, en l'espace de 30 secondes, tu redescends, quoi. Hmm. Je crois que tu as fait un podcast il n'y a pas longtemps, justement, sur 6 minutes pour redescendre. C'est pas ça, là? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'est simple. Hmm. Et parce que le Après, but, il ouais, faut le mettre en pratique. ouais. Est-ce que justement, tu te rends compte que depuis maintenant, ça fait quelques années maintenant que tu es venu te former au sein de l'académie, mais est-ce que tu te rends compte que à force de pratiquer, à force de t'entraîner, les choses deviennent de plus en plus simples, faciles pour toi à mettre en place et beaucoup plus rapides? Ou est-ce que des fois, ça reste un peu compliqué pour toi? Comment ça se passe dans tes, dans tout ce qui est vraiment tes outils de préparation Ah ouais. mentale? Je me rends compte qu'il y a certains outils que j'utilise maintenant, je ne m'en rends même plus compte, en fait. Hmm. Tu vois, ça s'est mis naturellement. Sur des interventions, on en avait parlé une fois où tout le monde était dans le rouge. Et moi, à un moment, je me dis, bah, putain, là, je suis bien, là. Ouais, je suis bien parce que ça fait un moment que je suis en train de faire des relax et que je suis détendu et je suis lucide dans tout ce que j'ai à faire. Et je m'en étais même pas rendu compte. Il y a d'autres techniques qui vont être un petit peu plus compliquées pour moi à mettre en place, mais que je fais consciemment encore, tu vois. Je continue. De toute Hmm. façon, il faut tout le temps revenir dessus, hein. Le bouquin, je l'ai tout le temps, le bouquin de la formation. Et Hmm. régulièrement, je pioche dedans des trucs que j'ai oubliés ou alors que je fais plus. Parce qu'il y a quand même pas mal d'outils, hein. Il y a Hmm. ceux que j'ai mis dans ma boîte. Il y en a certains que j'utilise pas. Et quand je regarde, je dis, ah oui, ça, je me souviens, c'était pas mal. Hop, je le remets. Et puis ça marche. Et puis ça permet d'évoluer, d'en mettre d'autres aussi, tu vois. Hmm. Donc en fait, il y en a qui marchent très bien. Il y en a qui je suis obligé de réfléchir. Il y en a que je me rappelle plus. Je reviens dessus. C'est vraiment, enfin, c'est un jeu permanent, quoi. Hmm. Si tu avais comme ça un outil, toi, qui fait que soit tu utilises très souvent, en tout cas, parmi tous les outils que tu as eu dans la formation de coach en préparation mentale de l'académie, parmi tous ces outils, lequel tu dirais, tiens, celui-là, je le mets en number one? Alors la Tao, mais je sais pas si ça va parler aux gens, quoi. Alors, Tao, c'est une technique spécifique de préparation mentale. Donc, c'est la technique d'anticipation optimale qui permet justement, comme nous a partagé aujourd'hui l'invité, tu as vu, j'ai pas dit ton prénom, comme Ça a nous été a à deux doigts, partagé là.
Ah, j'étais à deux doigts de le dire. Ouais. Comme nous a partagé aujourd'hui mon ami, lors de préparation de cette intervention-là, il a effectué une TAO, donc technique d'anticipation optimale. Donc, c'est l'idée de se préparer, mais justement en étant capable de s'adapter à n'importe quelle situation et pas juste en faisant de la visualisation toute simple, comme on pourrait le voir parfois en disant imagine que tu es au meilleur de toi-même, que tout se passe bien. Non, parce que la réalité sur le terrain, c'est pas ça. Justement, prépare-toi à ce que ce soit le gros bordel et que tu puisses être en mesure de t'adapter en fonction de ce qui se passe, quoi. Je sais que Donc je là, sais faire. je sais que je sais faire. Voilà, c'est bon ça. Ça, c'est un dialogue interne que tu te répètes Ouais, aussi souvent. voilà, je sais que je sais. Quand ça commence à être compliqué, je dis, bon, je sais que je sais faire, j'ai qu'à laisser faire. C'est-à-dire que le cerveau, il va s'adapter naturellement. Ouais, excellent. Mais comme je fais alors, cette fameuse Tao où je me prépare avant, et qu'il y a cette petite phrase, et quoi qu'il arrive, je saurais m'adapter à n'importe quelle situation, tu vois, donc toc, ça déroule naturellement. Bon, bien sûr, il y a un temps où je vais prendre l'information qui est nouvelle, où il va falloir que j'aille chercher vite fait, et tac, et ça va trouver d'elle-même, je vais trouver de moi-même la solution, mais il n'y a pas de bug en fait. C'est ça qui est intéressant quand tu dis je prends un temps pour prendre l'information puis après m'adapter. C'est justement cette prise de temps qui, on est dans du millimétrage, dans de la finesse, dans de l'ajustement très précis, comme dans le sport de haut niveau en réalité. Mais c'est ce qui va te permettre de justement mener ta mission à bien pour toi et puis pour le groupe. C'est ça. Mais je prends aussi souvent l'exemple, je rentre dans la chambre d'un de mes enfants, et c'est le bordel. Et là, l'information, elle arrive, et qu'est-ce que je mets en place tout de suite, quoi. Tu vois? Et hop, ça redescend. Bon, je n'y arrive pas tout le temps, mais au moins ça redescend, et puis tu as la bonne réponse, en fait. C'est pareil je dirais même que moi, les outils, ça a été plus difficile de les mettre en place dans la vie de tous les jours au début, tu sais, parce qu'il y a de l'émotionnel. Ouais. Petit à petit, ça se travaille, et puis ça rentre. C'est souvent une question qu'on a où les personnes me disent, mais est-ce qu'on peut accompagner des proches? Est-ce qu'on peut utiliser les techniques avec notre entourage? Je dis oui, c'est possible. Par contre, vu qu'il y a un côté émotionnel qui est beaucoup plus important, là, ce qui est intéressant, c'est que tu nous fais le parallèle entre j'interpelle des personnes dans le grand banditisme où j'arrive à avoir un mental qui est précis, où j'ai du discernement et où j'arrive à être opérationnel. Et quand tu arrives dans la chambre d'un de tes enfants où justement tu dis oh, ça fait 25 fois que je lui ai demandé de ranger sa chambre et c'est un bordel incommensurable. Et là, ça a tendance à t'énerver, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est plus facile de gérer. J'avais apprécié une phrase d'un collègue il y a quelques années. Il m'avait dit toi, où tu es le meilleur, c'est quand c'est le bordel. Tu vois? Et je dis viens dans la chambre et de mon fils, tu vas voir si c'est là où je suis le meilleur quand c'est le bordel. Excellent. Eh bien, en tout cas, je te remercie énormément pour tout ce partage en toute transparence, en toute lucidité. Et même sur ces derniers mots, on voit aussi que tu as beaucoup de lucidité par rapport à toi-même. Tu n'es pas en train de nous faire croire je suis tout le temps fort, je suis tout le temps au top du top, je suis tout le temps une machine. Parce que justement, c'est ça aussi que j'ai envie de partager aux personnes qui écoutent aujourd'hui cet épisode. C'est qu'une personne qui va sur des interventions à haut risque, comme toi tu y vas avec tes gars, c'est quelqu'un qui est capable d'être fort quand il doit être fort, mais aussi qui est capable de lâcher la pression quand il doit lâcher la pression. On a tous un endroit ou un moment où tu lâches, quoi, tu vois, tu te poses. Un moment pour toi. Sur des grosses interventions vraiment compliquées, ça fait du bien de redescendre aussi, hein. Tu sais, le stress, on dit que le stress mental, il a autant de conséquences que le stress physique, hein. Donc, ça fait du bien de lâcher. Alors que ce soit, il y en a certains, c'est le sport, il y en a, ça va être la randonnée, il y en a d'autres, ça va être de passer un moment en famille, tu vois. Mais il faut se retrouver. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Et c'est ça qui m'avait impressionné aussi chez toi, c'est cette capacité à prendre du recul par rapport à toi-même. Je me souviens quand tu m'avais téléphoné en me disant tiens Geoffrey, il y a eu une intervention très compliquée, on en discute. Voilà, et quand je dis très compliqué, il y avait eu échange de coups de feu et tout. Et rien que d'en discuter, moi, je m'étais dit, waouh, c'est dingue parce qu'il a cette capacité à se dire, tiens, là, j'ai besoin d'évacuer quelque chose. Et évidemment, moi, je n'étais pas ton psy, j'étais plus ni ton coach à ce moment-là, j'étais ton pote, quoi. C'était vraiment, on est là, on en discute. Mais c'est un moyen aussi que tu as trouvé pour
pour diminuer un peu cette pression qui était très compliquée. Donc aujourd'hui, peu importe son rôle, qu'on soit dans un groupe d'intervention comme toi, ou alors qu'on soit un papa ou une maman débordée, ou un salarié qui en a un peu marre de son job ou qui c'est difficile pour lui, c'est important de prendre du recul et puis d'avoir cette lucidité sur soi-même. Et donc moi, je trouve très inspirant justement ta position en disant, ouais, moi aussi, c'est important pour moi de prendre du recul, quoi. Mais c'est pour ça que j'avais aimé les outils, en fait, quand on a travaillé, parce que c'est des outils qui sont valables dans les groupes d'intervention. Et tu dis, bon, bah, si ça marche là, c'est que ça doit marcher ailleurs. Et tu regardes, tu essayes ailleurs, tu dis, ah oui, ça marche pareil, en fait. Donc, autant les utiliser pour tout, pas seulement pour partir en intervention sur un truc très compliqué, mais pour la vie de tous les jours. Pour celui qui va au boulot le matin, qui a 1 heure de bouchon et ça commence à monter, et puis hop, ouais, tu mets en place un petit truc et tac, ça redescend. Tu es fatigué, tu remets en place un petit truc, hop, ça monte. J'ai un entretien avec mon patron pour demander une augmentation, comment je peux le préparer? Tu vois? Et ça se prépare, et tu arrives, tu es dans des bonnes conditions. Bon, c'est sûr que si tu ne le mérites pas, tu ne l'auras pas. Mais ça fait partie du fameux triptyque. Bon, le mental, c'est hyper important. Et en France, j'ai l'impression que ça y est, c'est rentré un peu dans les mœurs. On a mis du temps par rapport aux pays étrangers, notamment dans le milieu du sport de haut niveau. Mais ça y est, maintenant, ça fait. Le préparateur mental, il est là. Il est à côté. J'aime bien ta conception quand tu dis se mettre dans les bonnes conditions. Mais c'est ça, en fait. Après, le résultat, il ne dépend pas forcément de nous, mais on se met dans des bonnes conditions pour justement avoir un bon résultat. Après, arrive ce qui doit arriver. D'ailleurs, tu as déjà remarqué, aujourd'hui, ça change. Le mec qui se fait interviewer à la fin parce qu'il a fini 4e, tu sais, avec le journaliste qui lui demande tout le temps s'il n'est pas déçu. Maintenant, les réponses sont bon, je sais où j'ai été bon, je sais où j'ai à travailler, je ferai mieux la prochaine fois. Excellent. Et c'est ça d'ailleurs qui aujourd'hui, nous, on a fait un vrai travail au sein de l'académie parce que pendant plusieurs années, on a proposé un programme uniquement pour devenir coach en préparation mentale. On avait soit ce programme vraiment très spécifique, on avait aussi les podcasts, tout ce qu'on donnait en gratuit, mais entre les deux, on n'avait rien. Et c'est pour ça qu'on a décidé justement de sortir ce nouveau programme, la Process Puissance Mentale. C'est celui qui va permettre justement dans son quotidien, utiliser des outils qui soient applicables, qu'on soit comme toi sur un groupe d'inter ou qu'on soit tout simplement, enfin, j'aime pas forcément dire tout simplement, mais qu'on ait une vie plus comme monsieur et madame tout le monde, en ayant un job plutôt voilà, entrepreneur, salarié, mais on ne risque pas forcément sa vie tous les jours. Donc, c'est pour ça aussi que quand on est capable d'utiliser ce genre d'outils, ou plutôt quand ce genre d'outils est utilisable dans des situations extrêmes, ils le sont nécessairement dans des situations du quotidien, et c'est ça qui est génial. Donc, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est le petit truc qui manquait en fait sur l'académie. Tu vois. Ouais, il y a des gens qui viennent qui ne veulent pas forcément être coach. Bon, ils t'écoutent, enfin voilà, après, avec la qualité parce que tu donnes beaucoup de clés malgré tout sur le gratuit, on le sait. Mais le fait de rationaliser, de mettre en place, et finalement, tu vas leur faciliter la vie, quoi. Et ça, c'est ce qui manquait. Moi, on en a déjà parlé, c'est ce qui manquait. Et aujourd'hui, c'est cool parce que ça va être mis en place et les gens vont pouvoir y accéder. Ouais. Ça va être du solide. C'est vraiment. Moi, j'ai hâte que ça débute. Là, ça va commencer. Je ne sais pas, au moment où vous écouterez en tout cas ce podcast, si c'est en 2029 ou si c'est en 2023. Mais en tout cas, ça débute là, courant juin 2023. Et voilà, c'est très, très chouette. Et c'est quelque chose qui nous anime profondément, en tout cas. Bref, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. On peut parler aussi d'intervention sur le podcast Puissance Mentale. Vous aurez la possibilité de le regarder, de l'écouter sur les différentes plateformes. Évidemment, vous l'avez aussi sur la plateforme YouTube où notre invité est cagoulé, pas forcément pour conserver son anonymat. Si des personnes le reconnaissent tout simplement parce qu'elles ont fait la formation avec lui ou alors le connaissent personnellement, je vous rappelle qu'il est interdit de dévoiler son identité. C'est une poursuite pénale d'ailleurs. Donc, merci de respecter cette confidentialité-là. Et puis, donc merci à toi. Dites-nous aussi ce que vous en avez tiré, ce que vous avez appris. Est-ce que ce moment que vous avez partagé avec nous vous a plu? Bref, j'ai hâte d'écouter votre feedback. Mon ami, je te dis un grand merci pour la qualité de ton intervention. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, bien sûr. Allez, bye. Bye.